La recherche, ça m'appartient si je m'assois avec un garba. Mais ce n'est pas un travail en plein temps. Ce n'est pas un travail stable qu'on parle. Donc, au lieu d'être, tu vas pas mettre ton enfant à l'école pour finir le bac et lui demander non, viens te faire garba. Je ne pense pas que tu vas accepter que ton fils fasse l'université quand il finit l'université. Quand on dit bon, c'est conseillé, bon, faut t'asseoir là, faut aller faire aide-maçon. Non, ça là, ce n'est pas responsable. Ce qu'on dit là, c'est tellement sérieux qu'on ne rentre pas dans des mesqueries. On ne rentre pas dans les mesqueries. Sinon, s'il créait un emploi, n'était pas de problème là. Pourquoi on allait créer un ministère spécial pour ça? Non, c'est pas comme on dit, c'est tellement sérieux que quand on parle là, on a l'impression que vous voulez faire de la récupération. On pose un problème, des faits réels. Ce qu'on dit, est-ce que ça existe ou pas? Ça existe, c'est les faits réels qu'on pose. Donc, sortons de la logique de militants et autres, parce que vers la fin, quand on finit à la soirée là, quand je vais au marché, ce n'est pas une carte de militant. Quand je vais au marché pour acheter du riz là, ce n'est pas une carte de militant. On subit la même situation. L'inflation sur le logement social, le logement, ce n'est pas une affaire de parti politique. Toute la population de Côte d'Ivoire subit ça. Donc je ne vois pas pourquoi vous voulez faire de la récupération, mais on pose les faits réels. Ce qu'on dit là, ce n'est pas inventé, ça est là. Est-ce que la Démocro a une usine qui peut aujourd'hui résoudre la crise de l'emploi à Démocro? Ça n'a pas. Est-ce que dans le nord là-bas, l'usine de coton là, ça existe encore? Ça n'existe pas. Est-ce que Gonfreville Marche arrive à produire? Ça n'existe pas. C'est les faits qui sont là. Donc on a fait 24 ans, 25 ans au pouvoir. Il faudrait qu'à un moment donné, là, on pense sur l'employabilité. Voilà, on pense sur l'employabilité, ce n'est pas créer une cabine. L'employabilité, ce n'est pas gérer un point de l'auto. L'employabilité, ce n'est pas faire du garba. Il faut avoir des emplois stables. Des gens qui sont là à l'école, qui ont le diplôme, qui sont là, qui ne travaillent pas là. Il faut leur faciliter des conditions de création d'emploi. C'est ça qu'on demande. Sinon, pour dire que oui, il faut aller faire aide-maçon. Aide-maçon, c'est quoi? Si vous avez des enfants qui sont là à l'école, si vous payez leur cours en Europe là-bas, quand ils vont finir, faites-les venir à Abidjan, si vous allez travailler dans aide-maçon, si vous serez fiers de voir vos enfants comme ça. Non, à un moment donné, là, respectons un peu la souffrance de nos parents. Oui, c'est vrai que tout le monde n'a pas eu la même chance d'aller de l'autre côté. Mais aujourd'hui, si vous avez un peu le minimum là, ayons le triomphe moderne pour dire effectivement ce que nos frères là subissent encore, voilà, c'est énorme. Voilà, parce que vous-même, chaque jour, vous faites des débats à vos familles, vous envoyez de l'argent à vos parents chaque jour. Mais si ça va bien, là, pourquoi vous allez faire de l'argent au village? Vous pouvez créer les conditions au village pour que vos parents bénéficient. À un moment donné, soyez un peu dans le triomphe modeste, avec de mots justes, mais dit oui, ça là, non, ça n'existe pas. Il n'y a pas un pays où il y a le paradis, mais que l'État crée des conditions pour qu'on ait tout ce qu'on a. Voilà. Aujourd'hui, on a la crise dans le café Gao. Mais on fait de la récupération, mais c'est les faits qui sont là. La crise du logement, ça y est là, c'est des faits qui sont là. Donc c'est un moment donné là, essayons de comprendre. Je ne vais pas être long, j'avais la parole avant que le panel se coupe. Donc on va essayer de mettre les propos là. Merci beaucoup, Elie Yapi, belle pose de parole. Les gars, continuez à tapoter, partager, on est toujours menacés. Hein. Enfant béni par, vas-y alors. Bonsoir à Big. Big aussi est monté. Bonsoir à Big Almami. Je reviens à toi bientôt. Vas-y Almami. Vas-y enfant. Pardon. Je suis là. Bonsoir la famille. Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Bon, le frère, mais des usines que tu parles là, c'est pas autant de Ouattara que ça a été fermé. Même à Daloa, là, il y avait une usine là-bas qu'on appelait Soderie, a été fermée au temps de Bédier. Toutes ces usines-là n'ont pas été fermées au temps de Ouattara. Ah, maintenant, nous sommes nés, je peux dire, au temps de Oufoué. Au temps de Oufoué, là, on a grandi au temps de Bédier, on a été majeur au temps de Bédier, mais on rêvait toujours à venir en Europe. Ça n'a rien à voir avec ça n'allait pas au pays, ou bien ça allait au pays. Si tu vois que la jeunesse est aussi sortie massivement pour entrer là, parce qu'il y a eu une voie, je peux dire une voie plus facile encore au temps du président Ouattara à venir en Europe que au temps de Bédié ou au temps de Gbagbo. Au temps de Gbagbo, il n'y avait pas la Libye, il n'y avait pas une voie facile, un peu facile, quoi. En ce moment-là, il faut avoir un visa. Pour avoir un visa, c'était très difficile. Mais quand la jeunesse a su, nous qui avons toujours rêvé à venir en Europe là, on a vu que peut-être il y a une voie un peu plus facile que le visa là on a emprunté. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Ça c'est nous-mêmes nos propres choix parce qu'on a toujours rêvé à venir en Europe. Ça fait. De deux, on se plaint toujours, mais on voit que en Côte d'Ivoire, les gens rentrent dans les camions de bœufs, dans les camions de moutons, dans les camions de n'importe comment pour venir s'enrichir en Côte d'Ivoire. Et nous, les Ivoiriens, on est assis, on pleure que ces emplois-là ne sont pas les emplois stables. En tant que les autres viennent faire ça, ils s'enrichissent, ils font des grands magasins dans ça, ils construisent dans ça, et après on se plaint que les étrangers sont venus prendre
tout dans nos mains. En tant qu'on est assis. C'est pas tout le monde qui est allé à l'école. Ceux qui sont allés à l'école, là, on peut comprendre pour eux, mais ceux qui n'ont pas fait les grandes études là, tu ne peux pas t'asseoir, croiser ta main en train de regarder le gouvernement, donne-moi un travail d'usine. Non. Dans ces emplois-là, les gens gagnent plus les vies que même travailler à l'usine. Nous tous, on était en Côte d'Ivoire, on a abandonné les études là, mais on sait ce qu'on a fait. Aujourd'hui même, là, on te dit que le manawa, c'est 5 000 francs. Nous, notre temps, c'était 2 000 francs. Et nous, on a fait ça en Côte d'Ivoire. On n'a pas eu honte. Tu t'en vas faire, on te donne tes 2 000 francs, tu manges à déjeuner dedans, tu manges à midi dans tes 2 000 francs. Mais tu arrives à économiser, payer ta maison à Abidjan. Moi, je suis pas né à Abidjan, mais il payait ma maison dans ça à Abidjan. On ne s'est pas assis pour croiser les mains pour dire et Laurent Gbagbo vient nous donner un emploi. Non, on n'a jamais entendu ça. On se battait. Les jeunes ont poussé les wotros pour se battre encore pour avoir de l'argent pour traverser, pour venir en Libye. Vous savez, pour passer sur la mer, ça coûte combien? Ça coûte combien? Aujourd'hui, là, beaucoup d'entre nous aujourd'hui regrettent d'avoir dépensé cet argent-là venir en Europe. Beaucoup d'entre nous regrettent. Il y a d'autres que moi je connais, on est venu ici, ils se sont retournés. Il y a d'autres qui ont fait des magasins à la Ferraille, des magasins dans le coin, ils ont fermé pour venir, mais il y a d'autres qui se sont retournés, il y a d'autres qui ont regretté. Pourquoi ils ont laissé les biens? Donc là, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Et le gouvernement ne peut pas partager l'emploi à toute une population. Gbagbo l'a dit. Gbagbo l'a dit que tout le monde ne peut pas travailler dans l'administration. Allez-y au champ. La tête ne trahit pas. Gbagbo nous a dit ça à Abidjan. On ne l'a pas accusé. Donc si tu décides de venir vivre dans une grande ville, il faut décider aussi d'avoir le courage d'affronter tout. Il faut décider d'avoir le courage d'affronter tout. Si tu n'as pas un grand diplôme, que tu ne peux pas faire des grands concours, mais tu peux vendre Garba. Garba, c'est pas un emploi temporaire. Si tu vends Garba, que ton Garba marche là, tu peux faire ça toute ta vie et t'en sortir. Les Nigériens s'en sortent dans ça. Ils font des merveilles dans ça. Donc, on ne peut pas s'asseoir comme ça, regarder que la recherche n'est pas partagée. Sans route aussi, il n'y a pas de recherche. Hein. Oui, parce que moi, tu plantes ton cacao, si tu n'as pas de route pour faire sortir ton cacao, les gens vont aller acheter ça à bas prix pour toi parce qu'ils vont te dire qu'il n'y a pas de route. Ou bien toi, mais il faut faire sortir ton cacao. S'il n'y a pas de bonne route, il y a quel propriétaire de camion qui va accepter que son camion va se gâter dans la brousse quelque part pour faire sortir cacao de quelqu'un à moins cher. Si on parle de l'Europe, là, c'est la route. Les Européens se sont basés d'abord sur la route. S'il n'y a pas de route, là, il n'y a rien. Les industries vont travailler comment? Ils vont se faire sortir les matériels comment? Même s'il y a des usines qui n'ont pas de route. Les gens vont faire sortir les trucs comment? Ça ne marche pas. Tu te débrouilles aussi, tu payes un taxi, il n'y a pas de route là. À 1 an, ça se casse. Mais s'il y a une bonne route là, tu payes ton taxi à 2 ans, 3 ans, tu peux compter sur ton taxi parce qu'il y a une bonne route. Faut pas qu'on va s'asseoir à la maison pour dire qu'il faut les emplois à long terme. Non, il n'y a pas d'emploi à long terme. L'homme même peut se créer un emploi à long terme. Merci. Moi, je m'arrête là. Merci beaucoup, enfant béni par Dieu. Merci beaucoup. Enfant béni, une motion. Merci beaucoup, enfant béni. Digwe Franck, je sais pas si vous m'écoutez. Je sais pas, je tombe de façon intempestive. Tu as dû le constater là. Je sais pas pourquoi. Voilà, c'est pas le réseau. Bon, je suis en plan qu'un moment c'est bon. Donc voilà, comme ça tu sais quoi au cas où. Mais sinon je suis là, je suis dispo. Mais je tombe. Non, attends, grand frère, c'est le réseau. Hein. Moi-même, et puis c'est le signalement là, ça continue, non? Ok, super. C'est Eddie Yapi qui est en train de nous signaler avec Flavio. Ok, j'ai fait mon micro. Grand frère d'Orange, j'ai fait mon micro. Mais là, tu es parti où faut t'apporter en bas. On va avancer. Bon, Eddie va faire une motion, les gars. Bon, je vais donner 2 minutes de motion. On va évoluer. On va passer par... Oui, frère, enfant béni. Lui vient de parler. On va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir à l'émotion, non, c'est ça. Ça va.
Chacun Voilà. doit attendre son tour. Voilà. Ça fait un petit moment la parole entre vous deux, les gars. On va penser aux autres. Merci beaucoup. Flavio, vas-y. Pardon. Euh, Jules, honnêtement, hein, il faut donner la parole à Big Albani d'abord avant que je prenne la parole. Il est là il y a longtemps, il n'a pas pris la parole. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup. Big Almami. Sorry, désolé. Il avait même mis dans les commentaires que si ça fait longtemps qu'il est là. Vas-y, frère. Pardon, pardon. Désolé. Merci Flavio d'avoir pensé à moi. Déjà, moi, je pense que les gens ils font tellement l'amalgame sur beaucoup de choses en fait. Je suis d'accord que tout ne va pas aussi bien que ça en Côte d'Ivoire, hein. Et puis bon, c'est pas propre à la Côte d'Ivoire, c'est un peu presque dans tous les tous les pays au monde, hein. Voilà, malgré que la France, les gens rêvent toujours d'aller en France, la France ne va pas aussi bien que ça, hein. C'est un peu partout. Même aux États-Unis, même quand on dit tout le monde rêve d'aller aux États-Unis pour créer son rêve américain. Aujourd'hui, quand Donald Trump est arrivé, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui avec son histoire d'immigration? Vous savez, moi je vais parler sur 3 faits en fait. En 2008, nous on était au nombre de 7 personnes. On est allé en Libye, on a été pour travailler sur un projet de construction sur, comment on appelle ça? On n'entend pas, on n'a qu'à parler un peu fort, s'il vous plaît. Désolé. Vous m'entendez? Ouais, ça va mieux maintenant, ça va. Ah ok, désolé. Donc je disais que en 2008, on est allé en Libye, on a travaillé sur un projet de construction. Je sais pas si c'est la ville, je me rappelle plus, c'est Seba, je crois. Sur un projet de construction que Kadhafi avait entamé en Libye, sur le désert en fait, parce que les experts européens il y avait des experts italiens qui étaient venus, qui avaient dit que c'était pas possible de construire sur le désert en de long terme. Donc, que peu importe le temps, ça allait s'écouler en fait. Mais c'était un peu politique en fait. Et nous sommes allés en Libye, on a travaillé sur ce projet-là pendant 7 mois. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que le projet était possible. Donc, c'est comme ça le projet. Et quand nous sommes allés, on était vraiment bluffés du fait de voir un peu comment est-ce que le peuple libyen vivait. Ils avaient presque tout. Le jeune Libyen, il travaillait pas, il avait presque tout. Quand il se mariait, il avait un logement, il avait un véhicule, il avait un compte qui était ouvert à son nom pendant près de 6 mois. En fait, il avait tous les moyens pour se construire dans son foyer pendant plus de 6 mois. Mais la condition était de se marier, en fait. Est-ce que vous voyez? Mais après tout ce temps, les Libyens ont constaté que c'était pas nécessaire parce qu'ils ont dit non, Kadhafi, il y avait rien de bon en Libye, tout ça. On a vu ce qui s'est passé en 2010. La suite, aujourd'hui, tout le monde connaît. La Libye est devenue aujourd'hui, comment on appelle, le passage du peuple de l'Afrique subsaharienne vers l'Europe. Tout le monde le sait. Donc, j'aimerais dire que l'histoire de truc, comment on appelle ça, la distribution de la richesse en Côte d'Ivoire, c'est pas forcément, les gens pensent forcément à, comment on appelle ça, à l'argent, on va distribuer l'argent. Généralement, quand tu discutes avec des jeunes en Côte d'Ivoire, généralement, c'est c'est à ça beaucoup d'hommes pensent en fait. Pourtant, c'est pas le cas. Je pense que quand vous prenez, je vais vous expliquer un autre fait encore. En Côte d'Ivoire, au niveau d'Azopé, avant le bitumage de l'axe Adzopé, Yakassé et tout ça, il n'y avait pas de route. Et quand le prix du cacao était fixé, disons, à 600, 700 comme ça, quand les acheteurs y partaient, à cause de l'état de la route, ils achetaient le cacao à 200, 250, 300. Les producteurs ne pouvaient rien. Pourquoi? Parce que, en fait, ils subissaient parce que l'état de la route n'était pas bon. Mais aujourd'hui, avec le bitumage de l'axe, tu peux pas dire à quelqu'un, par exemple, qui vend son cacao, le prix du cacao à 2000, ah, je vais te donner 1500, mais lui-même, il va aller acheter, il va aller prendre un bâche, il va aller louer un bâcher, il va prendre son cacao et puis il va aller vendre en ville, dans une coopérative. Donc, tout ça, je pense que c'est une question de distribution de la richesse. Donc, le frère qui disait non, il n'y a pas de truc. L'État, dans aucun pays au monde, l'État est le premier employeur. Non, ça c'est impossible. Qu'est-ce que l'État il fait? L'État il favorise, comment on appelle ça? La création de sociétés et tout ça. Et moi, je pense que on peut tout dire, on peut tous critiquer le pouvoir RHDP, mais je pense que ce pouvoir-là a vraiment fait beaucoup. Ils ont tellement facilité avec la création du CPC en 2012 pour pouvoir créer une société. Aujourd'hui, en 24 heures, vous pouvez créer une société. Quand vous prenez le secteur des livrets en Côte d'Ivoire aujourd'hui,
les livreurs aujourd'hui, là, beaucoup d'hommes pensent que c'est un métier, un sous-métier, excusez-moi, un sous-métier ou bien un métier temporaire, comme d'autres le disent. Mais en France, là, la livraison est un métier à temps plein. C'est considéré à temps plein. Les gens, ils payent les impôts pour ça. Donc, ce métier-là, ça nourrit totalement ces hommes, les hommes qui le font. Hein? Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, je ne sais pas de faire une comparaison, hein, mais quand vous prenez la Côte d'Ivoire d'avant 2010, on savait tous comment est-ce que le secteur du transport se passait. Mais aujourd'hui, avec la comment on appelle ça, le bitumage de la ville et autres, tout ça, les routes qui se créent n'importe comment avec les échangeurs, ça facilitait encore d'autres moyens de transport avec l'arrivée des Yango et tout ça. Donc, je pense que si vous voyez même le coût des logements aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si les coûts des logements aujourd'hui sont tellement élevés aujourd'hui, c'est parce que il y a eu un système qui a favorisé un peu vite le développement de la ville d'Abidjan, de sorte que tout le monde veut venir s'installer à Abidjan. Donc quand c'est comme ça, l'offre est tellement supérieure à la demande que ça va exploser le coût. Donc je pense que pour moi, hein, la distribution de la richesse, c'est pas forcément une question d'argent. Même le frère qui est en train de parler aujourd'hui, tu peux même créer une société, tu peux aller à la CPC, créer ta société, employer 2-3 personnes. Hein? Tout ça, c'est favoriser à l'économie du pays. Hein? Donc, comme je disais, il n'y a pas un pays au monde qui est le premier employeur dans ce pays-là. Il n'y en a pas. C'est toujours le secteur privé qui est le premier employeur. Et c'est l'État qui est censé garantir tout ça. Donc pour moi, je pense que le pouvoir RHDP en a fait tellement pour ça. Et même si c'est pas encore suffisant. Donc pour moi, il y a beaucoup qui a été fait. Beaucoup qui a été fait depuis 2010. Voilà. Et je pense que on est sur la bonne voie. Merci. Big Al Mami, merci beaucoup. Merci pour la patience aussi. Les gars, tapoter et puis partager. Hein. Merci beaucoup. Vous voulez aussi remonter. Flavio, tu prends la parole maintenant ou Ahmed Je peux y aller. J'ai écouté excuse-moi, je vais pas cocher ton nom, je vois pas la suite là correctement. Bon, je l'ai écouté et bon, Eddie est descendu. Mais Eddie a dit des choses tellement intéressantes, malheureusement il est descendu. Au fait, quand moi j'écoute très souvent vos solutions à l'emploi, c'est aller faire Manawa. Sincèrement quoi. Manawa là, quand tu es malade là, tu peux aller faire. Est-ce que Manawa, quand on est malade, on peut aller faire Manawa? Évidemment qu'on peut pas aller faire Manawa. Donc c'est pas un emploi, j'allais dire, c'est pas un emploi qu'on peut souhaiter pour notre jeunesse. On parle d'emploi pérenne. Hein? Un emploi où quand tu peux pas, parce que tu es malade, tu peux pas y aller là. Au moins derrière, tu as une couverture. Ton salaire est maintenu. Excusez-moi, tout le monde peut pas être entrepreneur. Quand on vous écoute là, vous êtes là en train de prôner la débrouillardise. Il faut se débrouiller. Mais un État ne peut pas dire à ses citoyens débrouillez-vous, non. La Chine n'a pas dit à ses citoyens débrouillez-vous, non. Ils ont mis en place une politique qui a fait en sorte que la plupart des grandes sociétés ont construit des usines chez eux et ils ont employé les Chinois. Et aujourd'hui, la Chine est le premier, j'allais dire, le pays où il y a le plus d'industrie, avec une main-d'œuvre, avec des salaires, des conditions qui s'améliorent. Mais c'est ce qu'on demande. Vous pensez que avec votre entrepreneuriat de débrouillardise, là, on peut employer les millions de jeunes Ivoiriens qui ne trouvent pas d'emploi? On parle des gens qui ont des BTS, des bacs plus 3, bac plus 4, des fois bac plus 5, qui trouvent pas d'emploi. C'est une réalité. Ou bien vous connaissez pas vos jeunes frères qui ont fait l'université, qui galèrent, qui trouvent pas d'emploi? Vous n'en connaissez pas. Et votre seul conseil pour eux, c'est débrouillez-vous. Il faut vous débrouiller, reconvertissez-vous sur un Manawa. Manawa, là, on peut prendre pour nourrir sa femme avec 2 enfants. On peut résister avec l'épreuve de la vie. Si on a un coup dur, on est malade, sa femme est malade. On peut faire Manawa pour faire... Non, soyons sérieux. Et ça prouve que, et objectivement, le RADP a fait beaucoup. On voit pas le beaucoup, là. On voit pas le beaucoup. Moi, je vois pas le beaucoup, là. Voilà. Ouais, je vois pas. Si c'est route, eau, mais pour moi, là, c'est le soubassement. C'est pas ça, ça commence.
Mais ça fait pas beaucoup. Excusez-moi. C'est le début. Quelle est la politique de la Côte d'Ivoire pour faire en sorte que on ait des industries pour donner, j'allais dire, un taux d'employabilité honorable à notre jeunesse? Ça, c'est une question. Et ça, sur ces questions-là, il y a pas de vuvuzela ou de triomphalisme. Vous n'avez rien fait. Votre bilan, il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur. Fondamentalement, il n'est pas à la hauteur. Sincèrement. Moi, je ne vois pas de grand pôle industriel qui a été créé sous la gouvernance des RDP qui emploie autant du PDC par le passé. Le pays a connu ça. Il y avait quand même des industries qui employaient. Il a cité certaines industries au niveau de l'industrie cotonnière qui employaient des gens, des masses. Mais ça n'existe plus. Tout le pays est concentré dans Petit Abidjan là. Tout Côte d'Ivoire là, c'est concentré à Abidjan. Donc, mon frère qui vit à Korogo, là, lui, il fait comment pour trouver un emploi? Il a son bac plus 3. Il n'y a pas d'usine. Il fait comment pour trouver un emploi? C'est ça on pose comme question. Arrêtez de dire, non qu'à laisser débrouiller, mais non qu'à retourner à la terre. En fait, la seule perspective que la Côte d'Ivoire a pour sa jeunesse, c'est aller retourner à la terre, aller juste soulever d'abord pour faire des buts. C'est ça que vous souhaitez pour votre jeunesse. Que les gens prennent des débats. En réalité, vous n'allez rien mettre à leur disposition. Et il y a un sujet même sur lequel on ne revient pas. Vous êtes même pour être entrepreneur, là, il faut avoir de l'argent pour commencer. Les taux d'emprunt dans nos banques, là, est-ce que vous êtes allé vous renseigner une fois? Est-ce qu'on peut emprunter dans nos banques? On ne peut pas emprunter. Donc, c'est tout ça là qui est dénoncé. On ne constate pas une volonté réelle d'accompagner cette jeunesse-là vers l'emploi. Au lieu de ça, on demande, Dibé, lui, il pense qu'il dit des choses très, très pertinentes en disant aux gens, allez vous débrouiller. Je ne sais pas si tu vis en Côte d'Ivoire, mais là où tu vis, là, les jeunes ne se débrouillent pas. Ils ont un contrat de travail. Ils ont un contrat de travail qui est honoré. Et ça leur donne des perspectives. Ils peuvent emprunter, ils peuvent se bâtir une maison. Donc, faire croire que l'État n'a aucun impact. Quand je vous entends, mais j'ai dit arrêtez. En France, par exemple, là, juste avec un CDI, tu peux aller emprunter avec ta banque, te construire ta maison. Juste avec un CDI. Mais ça, c'est des conditions étatiques qui ont été créées, qui ont permis cela. Donc, faire croire que l'État n'a aucun rôle à jouer. Et une fois qu'ils ont mis l'eau et le goudron, c'est fini. Débrouillez-vous. Et l'électricité, débrouillez-vous. C'est ce que j'ai entendu. C'est tout. C'est-à-dire que la stratégie du RDP, c'est la stratégie de la débrouillardise. Débrouillez-vous, débrouillez-vous. Mais si vous avez bac plus 5, allez-y faire cabine, c'est la débrouillardise. Non, c'est pas sérieux. Il faut proposer, il faut avoir un cadre de réflexion sérieux pour industrialiser notre pays et donner des perspectives d'emploi à notre jeunesse. Il y a l'IA qui arrive là. Qu'est-ce que l'État fait pour que dans ce secteur-là, des jeunes Ivoiriens puissent en profiter pour pouvoir créer des sociétés? C'est ça. Mais la politique de la débrouillardise, excusez-moi, on ne peut pas conseiller ça à sa jeunesse. On ne peut pas dire que les gars se sont assis, et je chute rapidement, on ne peut pas dire que les gars se sont assis, ils ont fait des nuits blanches, ils ont bossé, ils ont eu leur diplôme. On ne peut pas leur dire après, débrouillez-vous. On ne peut pas leur dire ça. C'est assassin de leur dire ça. C'est tuer leur ambition que de leur dire, débrouillez-vous. La politique de la débrouillardise, ce n'est pas une politique d'un État. Il faut réfléchir à proposer des emplois pérennes à notre jeunesse. Et puis l'entrepreneuriat, là, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Dans tous les pays du monde, les entrepreneurs sont une infime partie. La plus grande partie, ce sont les salariés. Donc il faut créer des emplois pour cette masse-là. Merci. Excusez-moi, je peux avoir motion pour ce monsieur, s'il vous plaît. Parce que Je t'en prie, Jack. Je t'en prie, Jack. Oui, je viens de monter, mais dis des comptes vérités. Oui, ok, ça va. Il a compris, Jack, il a compris. Tu vas avoir une motion, s'il vous plaît. Oui, tu vas avoir la motion, mais pas maintenant. Je t'en prie, s'il te plaît. Il faut fermer ton micro un peu. Merci beaucoup. Flavio, j'ai une préoccupation, moi, en ce qui me concerne, assez rapidement, pour qu'Ahmed prenne la parole.
À quel moment, à quel moment on peut dire qu'un État a atteint un taux d'employabilité, et je te cite, honorable, comme tu as dit? À quel moment on peut considérer ça? Je ne sais pas si c'est sur quelle échelle tu te bases ou bien sur quelle enquête. L'objectif, c'est le Merci. plein emploi. Hein. L'objectif, c'est le plein emploi. Le plein emploi, à partir de 5% de taux de chômage, on n'est pas loin du plein emploi. Hein. Voilà. 5%, je pense que c'est raisonnable. Et c'est à combien de pourcents actuellement en Côte d'Ivoire? Oh, vraiment, tu sais, tu dois avoir honte même de vouloir faire cette référence-là. En Côte d'Ivoire, là, le taux d'emploi qui est donné par le BIT n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Le taux de sous-emploi, là, hein, quand tu mets tous les taux, là, on parle de 25%. Même 25%, là, c'est à relativiser. Moi, je pense qu'en réalité, on doit être au-delà. On doit être là. Merci beaucoup, Flavio. Merci. Merci beaucoup. Je sais pas ce que je vais retenir dans tout ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, je dois avoir honte de te poser des questions. Je tiens à te rappeler aussi que j'ai retenu dans ta prise de parole qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas emprunter. Voilà. Juste ça. Merci beaucoup. Vas-y, Ahmed. Vas-y. Merci bien. Hein. Moi, d'abord, bonsoir d'abord à tous. D'abord, quand je scrollais, je suis tombé sur le panel de Soma que je connais très bien. Mais le titre le thème m'a quand même retenu parce que il s'agit des propos tenus par le ministre Mamadou Touré. Donc, je pense que le thème c'était véritablement ça. Mais en dehors de ça, j'ai entendu d'autres intervenants donc parler d'autres choses. J'ai entendu les distributions de la richesse. J'ai entendu Flavio tout à l'heure parler de l'employabilité au niveau de notre pays. Donc, je vais aller sur la redistribution des richesses. Et c'est pas, faut qu'on s'accorde déjà sur ce thème-là. Pour nous, qu'est-ce que la redistribution des richesses? Et c'est pas si les gens entendent par là, en tout cas, apporter de l'assistance donc à toutes les populations, ou bien et c'est pas ce qu'ils entendent par là. Mais ce que moi je sais, c'est qu'aujourd'hui la politique du président Alassane Ouattara, c'est inscrit dans une vision à court et à moyen et à long terme. À long terme, c'est véritablement arriver à une industrialisation, arriver à ce que la Côte d'Ivoire soit véritablement un pays industrialisé. Pour y arriver, il y a des étapes véritablement à franchir. La première étape, d'abord, c'est les infrastructures. Parce qu'on ne peut pas parler d'industrialisation s'il n'y a même pas d'infrastructure. Donc, je pense que la première étape, déjà, c'était les infrastructures. Donc, le président Alassane Ouattara, en tout cas, a entamé un vaste programme d'infrastructures. Parce que d'abord, il y a l'infrastructure, puis aussi à la formation. Il faut adapter donc la formation donc à cette vision d'industrialisation qu'on veut. Il faut avoir la main-d'œuvre qualifiée dans plusieurs domaines. Donc il faut, puis aussi à la santé. Et à la santé, je pense que aussi à ce niveau, le président de la République fait beaucoup d'efforts à ce niveau. Vous voyez, en termes d'équipement, nos différents hôpitaux, en termes de création donc des centres hospitaliers, tout ceci est véritablement en cours en Côte d'Ivoire. Maintenant, vous savez, avant que le président, au moins, je pense que à chaque fois qu'on en parle, mais la répétition est pédagogique, on va le répéter. Aujourd'hui, vous allez même dans nos villages où avant il n'y avait même pas d'électricité. Vous savez même que les zones rurales entre Abidjan ici a un peu stoppé, hein. Parce que nous, quand on va aujourd'hui au village, mais on va trouver des parents qui n'ont même plus envie de venir à Abidjan. Tu vas les trouver dans des conditions de vie, peut-être qu'il y a des gens à Abidjan qui n'ont même pas ces conditions de vie. Parce que quoi? Parce qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara en tout cas, a pu élever le taux d'électrification en Côte d'Ivoire. Quand il est arrivé en 2011, on était à un taux d'électrification d'environ 32%. Aujourd'hui, on a un taux d'électrification qui avoisine les 90% et plus. Donc, quand il y a l'électricité dans un village, vous ne savez pas l'apport économique qui s'entraîne. Parce que ça permet à même des petites entreprises déjà de s'installer même dans les villages. Aujourd'hui, vous allez dans les villages, vous allez trouver, dans un village, vous allez trouver une station qui va aussi embaucher, vous allez trouver une boulangerie, vous allez trouver plusieurs petites activités comme ça qui permettent donc aux gens sur place de pouvoir véritablement avoir de l'emploi. Et puis, quand il y a l'électricité dans le village, au moins, la tante qui est au village qui t'appelait chaque fois
voulait envoyer de l'argent, mais quand tu l'envoies au moins 200 000 pour acheter un congélateur, parce qu'il y a une boulangerie donc dans le village qui peut faire de la glace pour produire, donc la boulangerie n'a plus besoin de t'appeler pour te demander de l'argent. Tout ça, tout ça, ça a impacté donc la vie véritablement dans nos différents villages. Maintenant, je vais aller sur le thème. Lorsque le ministre Mamadou Touré dit que le président Hassan Ouattara est en train de bâtir un parti politique pour au moins 25 ans, mais regardez depuis donc la création du RHDP, parce que quand le président Hassan Ouattara prend le pouvoir, c'est avec son parti politique qui était le RDR, qui avait une histoire. Donc le président Hassan Ouattara voulait aller au-delà du RDR. En tout cas, créer un parti politique qui rassemble plus, parce que le RDR était déjà catalogué d'être un parti véritablement au niveau du nord de la Côte d'Ivoire, ce qui n'était pas véritablement faux. Donc, il fallait donc créer un grand parti politique qui va prendre en compte, en tout cas, qui sera élargi à toute la Côte d'Ivoire. Et vous avez vu que, à travers cet instrument politique et le RHDP, on a pu percer des zones où autrefois on ne pouvait même pas parler de RDR. Je prends par exemple la zone du Haut-Sassandra. Autrefois, il y a des zones dans le Haut-Sassandra où le RDR même on pouvait même pas parler du RDR. Quand je prends par exemple le département de Joukougou, c'est des départements où on pouvait même pas parler du RDR. Mais à travers l'instrument RHDP, on a pu percer véritablement ces zones-là. Et aujourd'hui, vous voyez qu'à toutes ces élections depuis 2023, le RHDP a gagné véritablement dans la région du Haut-Sassandra à 100% pour les élections municipales et régionales. Pratiquement à 98% pour les élections législatives, parce qu'on a eu quand même 14 sièges sur 15. Aujourd'hui, cette zone qui était autrefois hostile donc au RHDP, qui était une zone, un bastion donc du PDCI et du PPACI, est devenue aujourd'hui un bastion du RHDP. Parce que cette vision du président Hassan Ouattara de former donc un grand parti politique qui va donc prendre en compte tous les Ivoiriens, vous avez vu que ce rassemblement, vous avez vu qu'aujourd'hui, quand je prends par exemple dans l'ouest du pays, autrefois il y a des zones comme dans le Guémont par exemple, où on ne pouvait même pas parler du RDR, qui étaient des zones autrefois qui étaient des bastions PPACI. Aujourd'hui, vous voyez la percée donc du RHDP dans ces zones-là. Aujourd'hui, vous voyez même que ce soit le Guémont, que ce soit le Cavali, toutes ces régions-là aussi sont dirigées aujourd'hui par le RHDP. Donc, c'est cette vision du président Hassan Ouattara qui est en train de se matérialiser aujourd'hui sur le terrain. C'est pourquoi nous disons que ce RHDP-là va encore gouverner le pays pendant au moins 25 ans. Parce que on est allé vers ces populations avec un discours de développement. Avec un discours, avec des actes concrets, on a été très factuel, on avait avec des actes concrets. Donc, ce discours de développement, là, il porte. Parce qu'aujourd'hui, la population ivoirienne, là, elle est constituée à 70% de jeunes de moins de 35 ans. Donc, c'est des gens qui sont plus portés aux aspirations qu'il y a 20 ans. Donc, ces jeunes-là, il faut avoir un discours qui va avec. Et aujourd'hui, le parti que le président Hassan Ouattara a véritablement fondé, qui est le RHDP, est en adéquation avec ces jeunesses, avec la compréhension de ces jeunesses, avec les attentes véritablement de ces jeunesses-là. C'est pourquoi nous pensons que le RHDP a encore encore plusieurs années devant. Nous pensons que pour les 25 premières années, à moins que l'opposition aussi se remette en cause et essaie peut-être de relever un peu le défi, parce que cette opposition n'est véritablement pas dans la proposition. Cette opposition, on la voit, hein, on voit toutes ces actions ne sont véritablement pas en phase avec les nouvelles réalités de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça le problème. Et voilà pourquoi nous disons que si cette opposition reste telle qu'elle est, mais nous irons en roue libre sur au moins 25, 30 années. Voilà. Donc, je pense que mon temps est fini. Ma première prise de parole m'a arrêté là. Et un infini merci à toi, Ahmed, pour ce déroulé. Merci beaucoup, les gars, de nous rejoindre. Eddie est revenu, c'est très bien. Il ne fallait pas que tu partes. Continue à tapoter les amis et puis partager. Donc, du coup, oui, le final, Rooney, vas-y alors. Si tu veux prendre la parole. Donne à Eddie, je vais me garer là après, je vais prendre après lui. Mais je suis là depuis là. Ah, oui. Mais je comprends pas. Sorry, pardon, je m'incline. Désolé, pardon. Vas-y, Tigoué, pardon, vas-y. Ouais, ben, voilà. Les gars, il faut tapoter, il faut partager. Il faut tapoter, il faut partager, les gars. 66 partages,
18 000 cas de tapotage, ce n'est pas normal. Il faut tapoter. Voilà, il y a M. Koulibaly Lassina qui a parlé tout à l'heure. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas M. Koulibaly Lassina, c'est Flavio. Et mon grand frère le Grenadier, c'est ton frère, c'est nouveau Flavio. Désolé. Voilà, donc il s'insurge que moi j'ai dit ici que oui, les gens qui sont fâchés, ils peuvent être maçons, ce qui est Manawa. Mais où est ce qui est méchant dans ce que j'ai dit? Le gouvernement ne peut pas employer tout le monde. Eddie Yapi et puis Flavio qui ont signalé notre panel tout à l'heure avant qu'on revienne là. Mais est-ce que vous êtes parti déjà voir, comment on appelle, le truc du ministre Mamadou là, le ministre Mamadou Touré, emploi jeune. Bon, je ne sais pas si vous avez dépassé l'âge ou bien si, voilà. Ben, essayez de faire ces genres de recherches et autres, au lieu de prendre votre téléphone, aller sur Dorsel, gaspiller inutilement vos passes. Arrêtez de nous emmerder. Arrêtez de nous emmerder avec toujours, on a fait, toi, il dit un grand garçon comme cela, toi, tu demandes, tu raquettes les gens à la diaspora, c'est 15 000 francs seulement, tu demandes. Tu n'as pas honte? Vous voulez qu'on fasse quoi pour vous? Vous parlez de redistribution de richesses et autres, mais vous pensez qu'on va vous donner de l'argent? Et puis tu as dit que oui, par exemple, la construction des ponts, oui, ça peut durer 5 ans. Mais tu penses que quelqu'un qui est aide-maçon, Manawa, lors d'une construction des ponts, mais est-ce que 5 ans là, c'est petit à l'échelle même humaine? 5 ans, c'est pas petit. Mais pendant les 5 ans là, mais tu peux économiser autre et puis entreprendre. Vu que M. Koulibaly Lassina, Alas Flavio dit que non, nos banques ne font pas des emprunts. Mais les 5 ans là, par exemple, tu peux prendre ça et comment on appelle, économiser, puis que déjà 5 ans, selon l'exemple de dit, 5 ans c'est déjà une garantie. Parce que la construction d'un pont, ça ne finit pas à 1 mois, 2 mois, 3 mois. Maintenant, tu peux économiser et puis aller entreprendre avec cela. Puisque les banques ivoiriennes ne donnent pas de crédit, selon M. Koulibaly Lassina alias Flavio. Eux, tu es là que oui, le RHDP ou bien le président Ouattara, ils ne font rien. Mais vous voulez quoi à la fin? Nous, on ne va pas gérer le pouvoir là. Le président Ouattara ne va pas gérer le pouvoir selon vos humeurs. Parce que vous-même, vous êtes passé avant le président Ouattara. On a vu ce que vous avez fait. Vous n'avez rien foutu. Arrêtez de nous emmerder. L'homme qui ne va pas bien pour sa femme la nuit va venir mettre ça sur le président Ouattara ici sur les panels. Vous êtes des éternels fainéants, des paresseux notoires. Et Gbagbo même a dit, on cherche même à diminuer. Donc là, il y a le privé aussi qui est là. Le public, l'État de Côte d'Ivoire fait tout, en tout cas, pour rendre un peu tout le monde heureux. Maintenant, l'État même a ses limites. Donc vous là, essayez de faire quelque chose. Moi, j'ai fui garde de corps. Je dis toujours, je suis fier, je suis garde de corps du directeur général de Palmafrique. Pour ceux qui connaissent Palmafrique, c'est à Makuri. Après, Orca Deco, Samsung, Palmafrique est là. Il m'a dit comme ça un jour, il dit, Bolo, tu sais c'est quoi le développement? Ou bien c'est quoi les géants, même les pions, même? Il dit non, il sait pas, boss. Il dit c'est les infrastructures. Et lui, il remercie le président Ouattara de faire les infrastructures. Sans les infrastructures, les routes et autres. Mais il n'y a pas de développement. Mais vous êtes là, on mange pas route, on mange pas route. Mais après, c'est vous qui venez faire les yachi, les tsabaridés pour qu'on aille mettre les roues chez vous là-bas. Mais vous nous emmerdez, les pleureuses comme cela là, vous êtes capricieux, on dirait des femmes enceintes. Une jeune fille de 18 ans qui vient de connaître un garçon. Arrivez à un moment donné là, attachez vos ceintures, battez-vous. Battez-vous. On ne peut pas tout faire pour vous. Voilà, une fois que vous mangez vos gros foutous là-bas, vous êtes rassasiés comme des alligators rassasiés, vous vous couchez comme des alligators rassasiés. Vous allez venir pleurer, surtout toi, Koulibaly Lassina Flavio. Tu passes tout ton temps à pleurer. Mais toi-même là, ton gars, il a été ministre ici. Qu'est-ce qu'il a foutu? On peut faire son bilan aussi. Le président Ouattara, moi-même, je dis toujours, c'est par respect même pour le président Félix Houphouët-Boigny. Sinon, le président Ouattara, il a baraqué le président Félix Houphouët-Boigny même. Ça, c'est ma position. Voilà, donc arrêtez de pleurer. Si toi, Eddie, tu vas te lever pour te battre, comme l'a dit Paris, c'était tout à l'heure, tu prends ton téléphone, tu tapes, comment on appelle, des zones de travail dans la zone où tu es, ça va te faire sortir les avatars et autres. Ou bien voici le grand frère Grenadier qui est là, il faut rentrer dans son inbox, il va bien t'expliquer le projet du ministre Mamadou emploi jeune. Tu peux aller te faire enrôler là-bas ou bien postuler là-bas, ça peut marcher. Mais si tout le temps vous venez pleurer, nous on n'a pas de mouchoir pour vous, hein. Nous on s'est battus.
dont vous pouvez vous battre. Mais tout le temps, vous allez venir pleurer. Bref, donc pour revenir au sujet, il me reste quelques minutes. Voilà, moi, je trouve que le ministre Mamadou Touré, il a diminué les 25 prochaines années. Il devrait me dire que les 100 prochaines années, le RHDP va gouverner ces pays. Parce que le président Ouattara, c'est une vision. Donc, on va, notre demi-douzaine là, on va les préparer. Et on va sur cette vision pendant encore 100 ans encore. Parce qu'il ne faudrait pas que les vauriens de Tidjane Thiam, de Flavio Koulibaly Lassina, ou bien Edi Yapi, je ne sais pas c'est qui son mentor, ben il sait que c'est Laurent Gbagbo son mentor. J'ai un pressentiment. Vous venez encore nous tirer encore vers le bas, nous on ne veut pas. Le président Ouattara, c'est un leader et il va nous envoyer encore très très haut. Donc si vous allez vous battre, battez-vous. Hein. Vous dites que non, le gouvernement fait tout pour vous. Le gouvernement a ses limites, le gouvernement a fait ce qu'il pouvait faire. Voilà, tout le monde peut être à la fonction publique. Voilà, vous pouvez aller au privé aussi. Vous pouvez être vigile, vous pouvez être manawa, vous pouvez aller faire tanti bagage, il n'y a pas de saut métier, vous pouvez vendre du charbon. C'est un travail noble. Donc arrêtez de venir pleurer ici. Merci beaucoup, vieux père Jules d'Orange. Ces gens-là, ils emmerdent le monde entier. Merci. Merci beaucoup, Francky. Merci beaucoup, Francky. Merci beaucoup, Franck. À t'écouter, je me rends compte que... Eddie, je vais t'aider à fermer ton micro un petit peu. Hein, voilà. Merci beaucoup. À t'écouter, je me rends compte qu'on n'a pas besoin de connaître tout le dictionnaire français pour pouvoir dire des choses intéressantes. Merci, en tout cas. Eddie est revenu. Eddie, tu as été encensé par Flavio ici parce que tu aurais dit des choses intéressantes. Comme, voilà, je le reprends. Donc, tu peux prendre la parole, vas-y. Oui. On va le monter sur enfant. Vas-y. D'accord. D'abord, je veux dire à Digbe que c'est pas parce qu'il m'appelle Eddie qu'il va m'attribuer un parti politique. Moi, je ne vais pas regarder son nom pour attribuer un parti politique. Mais je passe au-delà de ça. Le problème de la Côte d'Ivoire de développement est tellement sérieux que je n'ai pas envie de tomber dans des motions. Voilà, moi, je veux parler avec quelqu'un qui sait là où on va. Je ne tombe pas dans l'émotion. Donc, le problème de la Côte d'Ivoire, du développement, du survie de la Côte d'Ivoire est tellement sérieux que je ne vais pas perdre mon temps en train de revenir sur des choses qui n'ont pas de sens. Je veux même parler du sujet du jour. Le ministre Touré Mamadou dit que le RHDP a encore 25 ans. Bon, moi, je ne fais pas de polémique sur ce sujet parce que il fait de la politique. Voilà, chacun dit quelque chose pour entretenir un peu sa base militante, comme je l'ai dit sur l'autre panel. Donc, je pense que c'est de bonnes guerres. Mais la réalité, là, on veut toujours cacher la réalité. Mais la réalité, elle est palpable, elle est visible. Je l'ai dit dans ma première prise de parole. Ce que le RHDP vit aujourd'hui, tous les partis politiques ont vécu ça. Et ils ne peuvent pas dérober à cette règle. Aujourd'hui, là, les gens sont soumis au RHDP, au président, parce que c'est le président ceux qui décide, c'est lui qui nomme. Donc, aujourd'hui, ils sont obligés de rester dans cette posture de silence, de neutralité, parce que pour ne pas se faire broyer. Quand lui que j'appelle mon neveu Bitogo vient dire qu'il est un homme de mission, que si le président lui confie une mission, il va régler, on sait où il est. Donc, il y a des cadres qui n'ont pas envie de se mouiller. Mais dès lors qu'il ne sera plus président du RHDP, ou président de la République, ou n'a plus de moyens de coercition envers toutes ces personnes-là, les ambitions-là, souvent, ça va sortir. Et on ne peut pas cacher. Et aujourd'hui, l'autre a dit que, Ahmed disait que, à l'opposition de s'organiser. Oui, ce n'est pas à toi de dire à l'opposition de s'organiser. Ils vont s'organiser. Ça, c'est pas un souci. Voilà, parce que si l'opposition doit reprendre le pouvoir, on va rester dans les conflits éternels. Donc, ça va, ne t'inquiète, ça va se régler. Mais ce que je dis, l'hégémonité de RHDP là, ne peut pas prospérer. Et puis, quand tu disais tout à l'heure que il y a des zones qui étaient hostiles au RDA à l'époque, ça n'a pas changé, mon gars. Je disais tout à l'heure que l'argent tord le fer. L'argent tord le fer. Aujourd'hui, toutes les zones là, si on regarde bien, la plupart des zones qui ont été conquises par le RHDP, mais c'est des gens qui sont ministres, des DG, des chefs d'entreprise qui ont été candidats dans toutes ces zones-là. C'est-à-dire qu'avec les moyens de l'État, ils ont battu campagne et ils ont réussi à faire balancer la tendance dans leur propre camp. Mais dès lors qu'ils ne seront plus au pouvoir, dès lors qu'ils ne seront plus directeurs généraux, dès lors qu'ils seront plus ministres, vous allez voir que ça va changer. Donc moi, aujourd'hui, c'est un fait. Et ça, l'histoire nous a enseigné ça. Le PDCI a fait son homogénéité sur la Côte d'Ivoire pendant 40 ans. Mais dès lors, quand en 99 on perd le pouvoir, ça devient compliqué.
Parce que les ministres qui étaient là, qui étaient les hommes puissants, qui étaient puissants, n'arrivent plus à gérer la base militaire. Ils n'arrivent plus à développer un programme. Et ils ont des soucis qui rentrent en ligne de compte. Donc, ça a baissé. Le FPI est arrivé, c'était le cas. Donc, le RHDP, le RDR ou le RHDP ne va pas dérober à cette règle-là. Quelquefois, les réformes, quelquefois, tout ce qu'ils vont faire, ils vont passer par là parce que dès que le président sera plus là, les ambitions là vont naître. Ça, il faut qu'on comprenne ça comme ça. Mais si on veut rester dans du matu-vu pour montrer aux gens, non, ça ne passera pas. Ce n'est pas mon souhait, parce que c'est un fait, c'est quelque chose qui va se réaliser. Parce que il est difficile. L'ANC a traversé des troubles. Je dis qu'on voit l'ANC de Mandela, l'ANC de Mandela jusqu'à la chose, à Zuma ou bien Ramaphosa, on sent qu'aujourd'hui, c'est parce que là-bas, on est dans un parti État où ils n'ont pas envie de faire des choses qui sont là. Quand un candidat n'est pas en leur faveur, ils arrivent à le faire allumer en minorité pour le faire démissionner pour ne pas perdre le pouvoir. Voilà comment l'ANC fonctionne. Donc, on prend l'exemple sur l'ANC aussi, ça ne tient pas. Parce que chaque système a ses limites. Ça, il faut qu'on chaque système a ses limites. Aujourd'hui, le RHDP est en train de faire son temps. Mais au fur et à mesure que les années passent, les limites, les faiblesses s'étalent au grand jour. Voilà, les faiblesses s'étalent au grand jour parce que les ambitions là sont là. Le président m'a dit qu'il a une demi-douzaine. Vous pensez que la demi-douzaine va attendre si le président n'est pas là pour recevoir les ordres de quelqu'un qui n'est pas influent au sein du parti? Non. Ça, il faut que vous le compreniez comme ça. Tant que l'homme noir, parce qu'il faut comprendre quand on est né, on grandit, on meurt après. Aujourd'hui, le RDR est né en 1994. Ils sont venus en 2011, en 2003 pour faire le RHDP, mouvement politique. En 2011, en 2012, en 2018, on crée le RHDP qui devient parti politique. Il faut que les gens comprennent, acceptent cette qu'on appelle ce changement-là. Ça va arriver. Parce que tout le Mamadou qui est ministre aujourd'hui, il ne pense pas qu'il a 40 ans, il ne pense pas qu'il a 30 ans. Donc si il a 40 ans, que tu mets 25 ans son âge, il a 65 ans. À 65 ans, la force, la fougue qu'il a là, ne pourra plus. La plupart des ministres aujourd'hui, les ministres, c'est des gars qui sont dans la cinquantaine, ils sont dans la soixantaine. Donc 25 ans sur leur âge, ils n'auront plus la force nécessaire, la force physique pour aller au combat, aller parcourir la région, tout. Donc, je pense que ce n'est pas quelque chose qu'il faut débattre, mais comme ça fait partie d'un sujet, on va essayer d'échanger. Sinon, moi, je ne vois pas, en termes de longévité du pouvoir du RHDP dans 25 ans encore. Non, ça, je ne crois pas. À moins que l'histoire me donne trop bien truc. Maintenant, quand le frère Digbe, c'est pas, il m'attribue un parti politique sous prétexte que j'ai un nom qui ressemble à qui ressemble dans son entendement, je suis désolé pour lui. Le problème de la Côte d'Ivoire de développement est tellement sérieux que je ne veux pas qu'on fasse de la comédie dessus. Non, comme on parle de développement, on parle de la région de la richesse, ce n'est pas se lever un matin, avoir 10 000 francs pour manger. Non, c'est la vie, c'est une projection. Le monsieur Ahmed a développé quelque chose qui était très intéressant, je l'écoutais. C'est ça qu'on parle, on parle de l'intellectualisme. On ne parle pas parce qu'on est dans l'émotion, non. Le problème de la Côte d'Ivoire est sérieux. On ne peut pas rester dans les... Oui, tu peux aller faire Manawa, tu peux aller pousser au trop. Est-ce que ça sonne bien même dans nos raisonnements? Quelqu'un qui met son enfant à l'école, qui a un bac plus 3, qui a fait l'université, toi-même qui es là, toi tu peux accepter de payer la scolarité des enfants et leur proposer d'aller faire au trop? Non, mon gars, sois sérieux. Et puis, il ne faut même pas faire des fixations. Quand je dis que souvent on est obligé de solliciter de l'aide à la diaspora, il faut essayer de comprendre un peu ce qu'on veut te dire. Il faut essayer de comprendre où un peu les yeux, il ne faut pas tomber dans l'émotion. J'ai l'impression que tu aimes que créer la cacophonie juste pour amuser la garde. Non, le problème qui est là est sérieux. C'est sérieux. Sérieux, le problème de la Côte d'Ivoire là, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Un vigile, quelqu'un ne met pas son enfant à l'école pour dire donc quand tu vas sortir, il faut sortir vigile. Non, la fonction publique, là, les gens font la fonction publique parce qu'il n'y a pas de débouché. Là, le rôle de l'État, le monsieur a dit quoi? Oui, l'État n'est pas le premier pouvoir de l'emploi, mais l'État crée des conditions pour qu'on ait de l'emploi. Merci beaucoup, l'État facilite la création des emplois. Voilà, le privé là, oui, s'il y a des bonnes conditions, les privés on peut développer. Et puis, on n'a même pas besoin de ça. À un moment donné, même si les conditions de création d'emploi sont faibles, là, sauf bonnes, mais chacun se lève, développe son business. Aujourd'hui là, quand tu parles en termes d'impôts, merci. Un peu créé, mais c'est chute bientôt, pardon. Chute bientôt. Je pense qu'à un moment donné, le problème de la Côte d'Ivoire est tellement sérieux qu'il faut qu'on sorte de l'émotion et puis on dit les choses qui ne tiennent pas la route. Le problème là est sérieux. Donc, du frère Digbe ou je sais pas, il ne faut pas faire une fixation, il faut qu'on parle, il faut écouter ce qu'on dit. Voilà, il faut écouter ce qu'on dit, il faut sortir de l'émotion, il faut poser les faits sont là. Le modérateur est en train de parler, il dit ton temps est fini. Ah, tiens, merci.
On aide Diboué. Elie, merci aussi pour ta prise de parole. Diboué, tu as fait remarquer ici que mon ami Flavio s'appelle Lassina, donc on peut l'appeler Lasso alors. Merci pour l'info. Mais devient un grand frère du Dora, merci. Il dit, il faut pas y aller exposer. Enfant béni, vas-y alors. Ok. Bonsoir le modéré, bienvenue à toi. Vas-y enfant. Bon, Ouais, mais ok. moi, Sinon, bon. je parlais un peu. Flavio a fini le débat parce que Flavio a dit dans sa parole que les infrastructures sont le sous-bâtiment du développement. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas de sous-bâtiment en Côte d'Ivoire. Donc, Alassane Ouattara, le président Ouattara est obligé de faire le sous-bâtiment puis rendre la Côte d'Ivoire encore plus industrielle et construire les industries encore en Côte d'Ivoire. Donc, tu vois qu'il a double travail. Au moins, si c'est le président, on veut au moins construire le sous-bâtiment, lui venait monter le bâtiment. Mais si c'est lui seul, il doit faire tout. Là, c'est un peu compliqué. Il a pris l'exemple sur la Chine, mais la Chine ne s'est pas développée en un jour, ou en 10 ans, ou en 20 ans. La Chine a pris un long temps. Le même programme que la Chine a pris là, que le président Ouattara veut mettre aujourd'hui là, c'est le même Flavio qui monte sur les réseaux sociaux pour dire que le RHDPLA vend la Côte d'Ivoire. Le RHDPLA a donné la Côte d'Ivoire aux étrangers. En tant que c'est ce que la Chine a fait, la Chine a ouvert son marché au monde entier. Les Adidas, les Nike, les Puma, et tous sont partis faire des usines en Chine. C'est ce qui a construit, c'est ce qui fait aujourd'hui la Chine est devant. Mais quand le président veut faire ça, là, les mêmes Flavio viennent critiquer ça sur les réseaux sociaux. Bon, je ne sais pas, ils veulent nous dire quoi au juste. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils disent ça, c'est bon. Demain, ils vont aller dire que c'est pas bon. Bon, là, on comprend plus. Flavio, essayez de nous éclairer. Essayez de nous éclairer. Si le président Ouattara, il a fait le sous-bâtiment. Et les autres qui ont passé, ils ont fait quoi? Parce qu'une maison commence par le sous-bâtiment. Au moins, si Bédia avait construit le sous-bâtiment et Gbagbo était venu un peu élever la maison. Aujourd'hui, là, le Prado terminait la maison. Mais si c'est lui seul, il doit faire tout ça en 20 ans, c'est impossible. C'est impossible. Donc, ne nous basons pas seulement sur lui. Regardez aussi la faute. Tu as dit que l'autre a indiqué des usines. Mais ces usines-là ont été fermées au temps de qui? Au temps de Bédier, tout a été fermé. C'est au temps de PDCI, toutes ces usines-là, même le seau de riz de Dalois, ça a été fermé au temps de Bédier. Toutes ces usines ont été bouclées au temps de Bédier, au plus que Gbagbo est venu mettre le reste au cimetière. Donc, quand on parle aussi, là, on a qu'à essayer de réfléchir. On réfléchit aussi que, ouais, tout le monde a tort. Mais c'est pas le président, et c'est pas, on fait pas tout en un coup. Un clin d'œil. En même temps, la Côte d'Ivoire est devenue comme les autres pays. Non, les France aujourd'hui, les ont plus de combien, c'est pas 1000 ans d'indépendance. On ne peut pas se comparer à eux. Donc, on va doucement. L'évolution, d'abord, là, ça commence par les infrastructures. La route, d'abord. Là, maintenant, ça attire les investisseurs. Quand les investisseurs savent que quand ils vont mettre une usine à Korogo et quand l'usine va produire ses fruits, ils ont la route d'exploiter ça, de transporter jusqu'au port de San Pedro ou au port d'Abidjan. Les usines vont avoir courage d'aller s'installer, mais s'il n'y a pas de route, que l'usine s'est installée à Korogo pour faire sortir ses marchandises pour venir sur Abidjan, il passe par quoi? Il fait comment? Il ne va pas transporter ça au dos. C'est ça le problème. Le RHDPL a fait un grand travail, au moins se reconnaissez ça. Ne jetez pas tout comme ça, parce que c'est pas votre parti où vous les aimez pas, où on doit critiquer pour critiquer. On ne critique pas pour critiquer. Donc moi, je m'arrête là d'abord. Le sujet, je ne vais pas en parler. Je donne le reste de mes minutes à Flavio pour qu'il me réponde. Ok, bon, merci pour ce privilège. Ah, je peux ou pas?
Oui, oui, tu peux. Laisse-moi, je vais juste poser une question. Roune, tu avais ouvert ton micro. Ça me dit que tu es prêt ou quoi? Non, en fait, je voulais prendre la parole, mais bon, vu que il a commencé à parler, j'ai fermé, quoi. Bon, Flavio, Roune devait parler depuis, mais il était occupé. Est-ce que tu lui permets ou tu vas prendre ta parole? C'est toi qui, voilà, toi qui décides, hein, voilà. C'était pas responsable de ça, Flavio. Donc, dis-moi, tu vas y aller, Flavio? Ok, c'est compris. Ok, vas-y, Roune, vas-y, 6 minutes. Merci beaucoup, Flavio. Non, voilà, bonsoir à tout le monde. Moi, je vais pas durer, hein, parce que de base, je suis monté même pour Soma. Et puis voilà, je salue tout le monde, Dibé et Yapi et le grand frère Ahmed, même le grand frère Jules d'Orange aussi, modéré, enfant béni, et même le grand frère Koulibaly, Flavio. Bon, Soma, déjà, longue vie à toi. Et puis voilà, beaucoup de santé. Et puis voilà, et qu'Allah te protège. Voilà, parce que le boulot que tu fais, t'as besoin de bénédiction, qu'Allah te protège. Parce que, voilà, qu'Allah te donne une bonne compréhension, et toi et madame, et puis voilà, qu'Allah impose la tranquillité dans ton foyer, c'est ça le plus important. Voilà, donc, j'avais juste une petite motion vite fait pour Flavio, parce que moi je suis content maintenant. Flavio il compare, comment on appelle, la vie la vie de Côte d'Ivoire à la vie française, parce que quand je l'entends parler des CDI, on donne pas de crédit, etc., 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 il y a plein de choses qu'il a dit. Flavio, moi je te dis, parce que tu dis, comment on appelle, le gouvernement pousse et Dibé pousse les gens, ouais, allez-y chercher du travail, etc., etc. Mais on a vu Emmanuel Macron ici. Quand le jeune, il a couru pour venir vers lui, et il lui demande, monsieur le président, on n'a pas de travail. Qu'est-ce que Macron lui a dit? Est-ce que tu es allé dans le restaurant à côté là-bas pour voir s'il ne cherche pas des gens? Et ça, c'est à peu près pareil. C'est partout au monde, même si tu veux, il faut avoir des bac+5, bac+7, c'est partout au monde où tu auras toujours des personnes comme ça qui n'ont même pas du boulot. Hein. Ça c'est partout. Ça, c'est partout. Donc, moi, je suis content que là, maintenant, tu nous compares avec la France. En plus, je vais parler du CDI. Quel CDI que tu as parlé? Qu'on te donne crédit. Mais si tu touches 1002 ou 1003, va demander crédit. 1002 ou 1003, va demander crédit. Tu vas voir s'ils vont te aider. Donc, c'est pas forcément CDI, c'est le salaire que tu touches. Ça, 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 CDI, c'est le salaire que tu touches. Ça en fait aussi. Il y a des réalités qu'il faut prendre en compte. Mais heureusement, moi, je suis content. Honnêtement, je suis très, très content que de nos jours, on compare la Côte d'Ivoire à la France. Ça veut dire qu'il y a un très travail colossal que le président est en train de mettre en place. Et ça, je suis très fier. Et ça, je suis très, très content. Donc, je ne sais pas si tu vas me répondre après. Voilà, et je voulais juste préciser ça, et puis voilà, et fermer mon micro s'il y a d'autres personnes qui peuvent renchérir, et puis voilà, qui renchèrent. Merci, Jules d'Orange. Et Soma, longue vie à toi encore, Dibé, longue vie à toi. Merci tout le monde. Vas-y. Merci. Maman Léla est descendue. Bonne soirée à toi, maman. Merci pour le tapotage. Désolé, lui qui vient de prendre la parole là, je connais pas ton nom, mais merci pour la courtoisie. Au moins, toi, tu n'as pas fait comme chouchouter, à sauter sur le cou des gens. Ça va déjà. Bon, tu sais, en 15 ans là, ou bientôt 20 ans là, si le RNDP n'a rien fait, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que si tu as eu 20 ans, tu n'as rien fait. C'est-à-dire, faut aller additionner les budgets que le RNDP a eu pendant toutes ces 20 années là. On a plus de 100 000 milliards. Donc, avec 100 000 milliards, si tu n'as rien fait là, c'est qu'il y a un problème. Donc, c'est normal que le RNDP ait fait des choses. La question qui est posée là, c'est de savoir est-ce que c'est suffisant? C'est ça la question. Moi, j'estime que c'est insuffisant. Qu'on aurait pu faire mieux. Tu vois? C'est ça mon discours. C'est de dire que c'est insuffisant. Pour te faire plaisir, il y a un domaine sur lequel c'est difficile d'attaquer le RADP. C'est la sécurité. La Côte d'Ivoire sous le RADP est plus stable, objectivement, que sous Bédié et Gbagbo.
Tu vois, ça ne fait pas l'homme d'un débat. Tu vois, ça, on va pas critiquer ça. Maintenant, si on parle d'employabilité, là, attends, au moins, il faut être d'accord avec moi pour dire que tes jeunes frères ne trouvent pas de travail. Est-ce que ça, là, c'est un mensonge? Si moi, je dis que tes jeunes frères ne trouvent pas de travail en Côte d'Ivoire, là, je suis en train de mentir, est-ce que ça, là, je dois féliciter le RADP pour ça? Non. Tu vois, je ne sais pas si tu vois la démarche. En matière d'emploi, le RADP, c'est pas la hauteur. Ils ont organisé récemment, ou l'an dernier, une conférence d'emploi, ou je sais pas quoi, au Palais de la Culture, là. Ils ont voulu tromper la population, faisant croire qu'ils avaient recruté plein de jeunes, alors que rien du tout. Quand on a gratté, on a vu que c'était du vent. Donc, il y a une réalité du sous-emploi dans nos pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'emploi pour la jeunesse ivoirienne. Et le conseil de mon frère Dugbeu, c'est qu'il n'a qu'à aller se débrouiller. Mais tu ne vas pas nous dire on n'a qu'à soutenir de tels propos. Hein, Dugbeu? Bon, prompt rétablissement. Hein. Je ne te critique pas parce que tu n'es pas là, mais je dis, on ne peut pas avoir pour un État comme la Côte d'Ivoire la politique de la débrouillardise. Non. Il faut que l'État crée les conditions pour que des industriels s'installent en Côte d'Ivoire, pour qu'ils créent des emplois en masse pour absorber le chômage. C'est ça que nous on propose. Il faut que l'État se saisisse des nouvelles technologies à travers l'IA pour faire en sorte que les jeunes Ivoiriens puissent profiter de cette technologie-là pour pouvoir s'insérer professionnellement. Voici les propositions qu'on fait. Voilà. Il faut que la Côte d'Ivoire peut-être réfléchisse à une politique d'industrialisation de nos matières premières principales, le café, le cacao. Ça peut créer des emplois. Ça, c'est des thématiques de fond. Mais venez dire que le RDP a bien travaillé, sincèrement, hein. Sincèrement, je trouve que c'est être partisan, mais ça n'aide pas le pays à avancer. Parce qu'objectivement, là, on ne peut pas dire qu'en Côte d'Ivoire, on a un taux d'emploi qui est honorable. On ne peut pas dire que les jeunes Ivoiriens ont du travail. La preuve, ils sont prêts à prendre leur maigre économie là pour quitter le pays, aller traverser dans des pirogues. Ça montre le niveau de désespoir qu'ils ont. Une fois la discussion entendue, donne ton retour en commentaire.